Donc, je rappelle, vous êtes à la fois la référente pédagogique de nos premières années de bachelor, et puis vous êtes également en charge de l'expérience étudiante de ce programme bachelor. J'ai très envie de prolonger mes questions précédentes. Comment vous décririez, quelles sont les particularités pédagogiques de ce programme? Sur quoi ça repose? Quelles sont nos marques de fabrique? Alors je crois qu'en fait la marque de fabrique d'HEIP, c'est le caractère unique précisément en fait de cette pédagogie. On a abordé avec Hélène le fait qu'on a bien sûr un académisme qui est traditionnel avec des cours magistraux, des TD comme on peut le voir dans l'environnement universitaire normal, professé d'ailleurs par soit des professionnels de renom, soit par des universitaires qui donc nous emmènent dans ce travail de transmission habituelle, et puis une pédagogie particulière qu'on pourrait qualifier d'expérientielle, d'immersive, d'active, au travers de laquelle en fait nos étudiants vont être amenés à mettre en mesure, en place en fait ce qu'ils apprennent dans un contexte professionnel. Alors ça se passe d'une façon très simple, au travers, on l'évoquait, de simulation, alors simulation parlementaire, puisque très régulièrement on va retrouver dans les cursus, notamment au niveau du bachelor, dès la première et la deuxième année, le fait d'être en mesure de travailler sur un projet de loi que l'on propose et que l'on va donc ensuite amender et qu'on va poursuivre jusqu'à la motion de censure, le cas échéant, dans des conditions qui sont réelles. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif est d'aller jusqu'au terme en fait, du processus. Ça peut être une campagne électorale. Rappelons que nous travaillons bien sur tous les métiers de la politique, de la science politique, et je vais voir ensuite sur le reste. Campagne électorale donc, qui va devoir se constituer à la fois sur le plan de la communication politique, mais également sur tout ce qui a trait en fait, à la réalisation d'affiches, le cas échéant, de mise en place de réseaux de comptes sur Instagram et autres, etc. Et puis, on va sur des formats de primaire, sur des formats en fait, qui vont permettre d'utiliser deux compétences qui pour nous sont essentielles, l'art de l'écrit sous toutes ses formes, de la politique jusqu'au journalistique en passant par tout ce qui a trait bien sûr à la rédaction de discours, et également en fait tout ce qui va avoir trait, je dirais, à la mise en place en fait d'une expérience vécue sur ces contenus. Alors on a abordé les simulations parlementaires, on a abordé les campagnes électorales, on travaille également en fait sur des simulations de crise. On peut totalement, je dirais, aborder, puisque le secteur de la défense fait partie de nos piliers, avec la diplomatie bien évidemment, donc sur des modalités donc concrètes qu'on emprunte d'ailleurs parfois à nos armées, et pour donner un exemple concret, on travaille sur le modèle de la Red Team, donc sur le fait de travailler sur des dystopies littéraires qui vont servir ensuite à conceptualiser des modalités pratiques pour faire face à des crises. Donc un ensemble véritablement immersif qui se fait, et c'est un point important, on en parlera avec Justin tout à l'heure, sur un lien permanent avec nos associations. Nous avons la chance d'avoir un écosystème associatif semi-professionnel de très grande qualité porté par des étudiants très investis, très engagés. C'est aussi une des marques de fabrique d'HEIP qui interviennent donc dans différents domaines, la diplomatie, le politique, l'art oratoire, l'humanitaire, la défense, etc. Et donc, dans ce lien collaboratif, on va être amené, je dirais, à se professionnaliser dès les premières années, alors non seulement au travers de stages, mais également au sein du campus, en fait, en participant à des événements. Et sans doute que l'un des éléments qui est particulièrement pertinent et performant, c'est la capacité de recevoir, comme vous l'évoquiez, des grands noms de la politique, de recevoir des ambassadeurs. On est sans doute le seul cursus, je dirais, qui existe où on fait des relations internationales, au sens où on prépare au métier de la diplomatie, au concours de la très haute fonction publique en ce sens, mais derrière, en fait, qui va permettre à nos étudiants de rejoindre les ambassades. C'est le cas en ce moment, on a beaucoup de jeunes étudiants qui sont en stage dans différentes ambassades en France et à l'étranger, d'autres qui sont en stage dans des ministères, qui vont rejoindre l'Assemblée, le Sénat. Et donc, c'est cet ensemble-là, ce mélange entre effectivement un académisme d'excellence, parce que c'est vraiment ce sur quoi nous sommes enracinés, avec un focus sur la culture, les humanités, je dirais sur toutes les formes, mais on évoquait effectivement à GGSP, on peut aussi évoquer HLP, Humanité, Littérature, Philosophie, et les autres
d'autres spécialités, bien sûr, mais nous sommes très attachés à l'idée de ce socle en fait culturel qui inclut d'ailleurs les arts, et je pense que c'est important, afin de pouvoir faire face à une instabilité du monde, à une évolution géopolitique, je dirais, qui est indéniable, et à l'idée que nous changeons de paradigme. Nous avons besoin de former des leaders qui, demain, seront capables de s'appuyer sur un socle d'habileté de pensée et de culture, je dirais, suffisamment conséquente pour pouvoir faire face notamment aussi aux enjeux de l'intelligence artificielle, auxquels nous sommes très attachés également, et qui, de par ce fait, eh bien, pourront prendre leur pleine place dans le monde de demain qui se crée. Vous avez beaucoup insisté tout à l'heure sur l'importance de l'écrit, mais je crois aussi qu'on pourrait beaucoup insister, parce que ça occupe une place très importante au sein de l'école, de l'art oratoire. Pourquoi est-ce que notre pédagogie insiste aussi fortement sur ces deux piliers? Qu'est-ce que ça traduit et qu'est-ce que ça projette en termes de compétences qu'on cherche à développer chez nos étudiants? Nous avons besoin de former des professionnels qui sont en capacité de manier l'art du bien parler sous toutes ses formes, parce que nos métiers, en fait, sont des métiers de représentation où on doit porter sa voix, où on doit pouvoir effectivement se faire comprendre d'une façon la plus efficiente possible. Et ça vaut pour tous les environnements qu'on abordait, hein. Bien sûr, la diplomatie, c'est une évidence, mais la politique, on n'a pas besoin d'en parler. C'est aussi le cas lorsque l'on est en commandement, lorsqu'on est en responsabilité. Et je crois que très clairement aujourd'hui, en fait, l'éloquence n'est pas une compétence que l'on peut mettre de côté comme un élément qui serait un plus. C'est une compétence en fait essentielle que nous avons la chance de pouvoir aborder et transmettre dans le cadre de nos cursus sur nos années de bachelor, donc avec un programme qui se poursuit et où, quel que soit le niveau avec lequel arrivent nos étudiants, parce qu'on sait que la prise de parole en public est quelque chose qui fait peur, on sait que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas forcément aguerri, il y a des codes à maîtriser, il y a une pratique en fait avec des techniques. Ce qui est positif, c'est que on peut l'acquérir, même si on n'est pas forcément, je dirais, au début un orateur né. Tout ça se travaille et c'est vrai qu'à la fin, je dirais, de notre bachelor, tous nos étudiants, quel que soit le niveau auquel ils sont arrivés, en fait, sont capables de délivrer un discours, de mener une négociation, de s'exprimer en public et de le faire avec efficacité et brio. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour nous est essentiel, sur lequel on insiste beaucoup et sur lequel on a la chance, la grande chance d'avoir un programme qui n'est pas un programme électif, qui n'est pas en fait un programme de quelques heures. On porte ce programme-là sur l'ensemble du bachelor et on le met en place dans toutes les matières. Donc en fait, c'est une efficacité réelle et c'est une grande chance pour eux et puis pour nous. Ouais. J'aimerais bien que vous nous parliez de quelque chose auquel j'ai assisté il y a quelques semaines, qui est un procès fictif. Donc, au-delà de nous raconter en quoi consistait et sur quoi portait ce procès fictif, est-ce que vous pourriez nous éclairer aussi sur le travail amont de ce type de simulation, le rôle de la simulation dans la pédagogie et finalement, qu'est-ce que nos étudiants en retirent? Et puis, Justin témoignera aussi tout à l'heure, je vous poserai la même question, Justin, tout à l'heure. Voilà, mais d'essayer d'éclairer quelque chose auquel j'ai assisté pour partie, qui était très concret et très surprenant parce que sortant un peu des cadres classiques académiques. Alors c'est vrai que nos étudiants parfois sont un peu décontenancés sur nos idées pédagogiques, il y en a beaucoup et elles se renouvellent tous les ans. Le procès fictif en fait présente un intérêt majeur dans le sens où nous allons à la fois travailler sur un fond qui est bien sûr l'éloquence judiciaire, qui a des codes spécifiques. On est vraiment dans une rhétorique extrêmement technique, il ne s'agit pas simplement en fait de s'exprimer avec aisance, on va aller vraiment chercher en fait tout ce qui va nous permettre en fait d'être convaincants et persuasifs, et on va même convoquer Schopenhauer le cas échéant, afin d'user de stratagèmes s'il le faut, donc on en a bien besoin. Et donc en fait ce travail en fait se construit donc au départ sur une transmission académique
technique sur cette approche d'éloquence judiciaire, donc qui est la même que celle qu'on pratique chez les avocats. Ensuite, en fait, on va choisir, en fait, où ce sera donc décidé, je dirais, une thématique. Cette année, nous avons choisi de présenter, en fait, le procès de l'affaire Calas. Donc, on se positionne sur un plan historique, on revient véritablement donc en arrière. Pour nous, c'était très important parce qu'on travaillait donc cette approche autour de la religion et des conflictualités des religions, hein, et ça faisait le lien donc avec le cours de culture des religions donc, qui est en même temps sur la même année. Et on va travailler en fait cette projection entre ce qui a pu exister donc, à un siècle passé et ce qui existe aujourd'hui au XXIe siècle. Ils travaillent en équipe de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre aussi en fait, à composer avec eh bien, des camarades qu'ils ne connaissent peut-être parfois moins que d'autres, avec lesquels les choses sont moins aisées. Et c'est la vie professionnelle, donc c'est important. Et donc, ce travail de préparation se fait avec une affectation eh bien, de fonctions. Donc, nous avons donc, par groupe de 8-10, en fait, à la fois l'avocat, bien sûr, la cour avec les présidents, les magistrats, le procureur, un accusé. Et donc, quand on est l'accusé, il faut aussi porter sa charge. C'est important de temps en temps de s'y confronter. Et puis, tout ce qu'on peut trouver dans un procès, c'est-à-dire des témoins, des experts, etc., etc. Je crois que l'exercice, en fait, a beaucoup porté, à la fois parce qu'il a fait prendre conscience en fait, de certaines réalités historiques qu'on oublie hein, parfois et qui sont très importantes pour comprendre ce que l'on vit aujourd'hui. Et puis également parce que ce procès est fait en habits, donc avec une transposition réelle, donc les habits des avocats, des magistrats, mais aussi en fait les habits d'époque. Et on a là la capacité donc à la fois de travailler son éloquence judiciaire, mais en même temps de se transposer finalement à une période historique donnée et de mieux en comprendre les spécificités pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et ses difficultés, problèmes et enjeux à résoudre. Oui, du coup, utiliser l'incarnation pour effectivement décoder les enjeux théoriques qui sont abordés dans les cours. Je crois que face à ce monde et cette instabilité, il y a la nécessité en fait de réussir à vous doter justement de cet esprit critique. Alors j'utilise beaucoup ce terme, à vous sortir du prêt-à-penser, vous extraire en fait de ce magma un petit peu dans lequel la société d'information dans laquelle on est, je dirais, vous maintient. Et puis, vous rappeler et renforcer tout ce qu'on appelait tout à l'heure les habiletés de pensée, hein, cette capacité à problématiser, à argumenter, à réfuter, etc. Alors, ça paraît une évidence, ça l'est beaucoup moins que ce qu'on imagine. On s'aperçoit que c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et il y a un autre aspect qui est au-delà de l'aspect académique, je dirais, ou expérientiel professionnel, qui est au sein de l'école l'accompagnement qui est donné aux étudiants. C'est-à-dire qu'on a un mode de fonctionnement qui est celui d'une communauté apprenante. Je crois qu'on est très au-delà en fait d'un modèle, je dirais, de transmission de savoir avec un enseignant, un groupe d'étudiants et un fonctionnement normatif. On travaille dans une approche où l'étudiant a un parcours qui peut être personnalisé, où il sait qu'il peut aller échanger avec ses professeurs, où il peut contacter les enseignants, je dirais, de façon tout à fait organisée. Justin sourit parce qu'en fait, effectivement, il m'arrive de répondre à 23h ou même le 24 décembre. Et c'est très bien comme ça, puisque c'est au travers de cela que le lien se crée et que l'enrichissement mutuel se fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous donnons effectivement beaucoup à nos étudiants. Nous sommes très engagés dans cette démarche-là. Nous les accompagnons autant que possible, par tous les moyens possibles. Et ça fonctionne. Et je crois que cette richesse-là, en fait, elle est très, très importante et elle fait une des forces et un élément assez unique qui participe à la compréhension de ce que l'on est. Et je termine en disant que je pense que pour répondre à ces défis, il faut déjà apprendre à se connaître. Et que quand nos étudiants arrivent en première année, et parfois même en deuxième année, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours quelque chose qui forcément est évident, ce travail d'introspection qui va permettre de poser finalement l'éthos, comme on dit en rhétorique, et de construire la crédibilité avec laquelle on va avancer en ayant ce capital de confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui en France n'est pas toujours bien distillé, hein, et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est fondateur. Nous, on apprend à travailler ensemble
par tout ce qui va être l'apprentissage donc par le faire, hein, c'est le learning by doing, l'apprentissage par les pairs. Nous avons beaucoup d'étudiants étrangers et on travaille beaucoup donc sur cette hybridation, cette capacité finalement à recevoir des autres et à donner aux autres. Hein. C'est le learning by peering, et on travaille également par le radical learning, c'est-à-dire la capacité à faire des erreurs et apprendre en faisant des erreurs. Et c'est comme ça qu'on doit être capable en fait de répondre aux enjeux et à justement ce qui s'impose à vous, bien malgré vous. Alors, une dernière question avant qu'on ouvre aux questions de nos auditeurs, ce qui laissera le temps de se préparer. Qu'est-ce qu'on fait après un bachelor HEIP ? Alors, on a parlé de, effectivement, notre souhait, et bien sûr, on est toujours ravis lorsqu'il reste avec nous, mais c'est bien aussi quand il décide de faire autre chose, et le monde est grand, et donc on va retrouver nos étudiants bien un petit peu dans tous les MSc et les masters, hein, et d'ailleurs dans le monde entier. Donc, ce qui marque bien cette idée de communauté que nous avons, puisque on reçoit en fait très régulièrement en fait des nouvelles de nos étudiants qui ont intégré de grandes universités à l'étranger et en France, et qui témoignent de ce qu'ils ont appris avec nous, de comment ils l'utilisent aujourd'hui et comment ça leur sert. Donc je pense que c'est vraiment cette idée hein, d'expertise. Hein. Pendant 3 ans, en fait, on construit un socle interdisciplinaire essentiel qui va servir de base. Hein, et ensuite, eh bien, on va se professionnaliser pour aller sur l'environnement auquel on se dédie, hein, quel qu'il soit, et on les a abordés. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir eh bien, faire ce que l'on souhaite, ce que l'on aime, ce qui passionne, et de le faire bien. Et je crois que nous les préparons bien à faire bien ce qu'ils feront bien derrière. Si chacun d'entre vous devait donner un mot-clé qui symbolise à la fois l'école et ce programme, ce serait quoi ? Je vais évoquer le mot engagement. Je crois qu'on a un engagement qui est permanent, un engagement de notre direction générale, un engagement des équipes, un engagement des enseignants qui est très important, un engagement des étudiants qui est extrêmement satisfaisant et qui permet aux enseignants en fait, de travailler de manière aussi qualitative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner si en face, en fait, il n'y a pas cette communication circulaire sur laquelle on parle beaucoup. Et je pense que c'est vraiment très, très important. Et puis, cet engagement se poursuit hein, dans les associations, encore une fois. En extérieur, nous avons des étudiants qui sont engagés politiquement, syndicalement, dans des associations, dans l'humanitaire, dans la réserve militaire. Et donc, on va le retrouver à tous les strates en fait, de l'école. Et je crois que finalement, c'est ce qui nous permet en fait, d'avoir ce caractère unique qu'on ne trouve nulle part ailleurs.